Bon, merci Yvan pour cette belle introduction. Ça fait bizarre d'être ici en vrai, là, pas derrière un écran. C'est un peu plus stressant. Fait que je vais essayer de bien faire ça puis de ne pas vous endormir. Donc, dans les dernières années, il y a plusieurs nouvelles technologies qui ont été mises à l'essai à notre station à Deschambault. Donc, pour les gens qui ne le savent pas, le CDPQ, on joue plusieurs rôles par rapport au développement et à l'adoption des nouvelles technologies. Donc, souvent, on va identifier les nouvelles technologies, celles qui ont le meilleur potentiel, puis on va tester ces technologies-là. Des fois, on participe justement au développement et à l'amélioration de ces technologies-là. Dans certains projets aussi, on va développer des outils ou des équipements qui permettent d'évaluer le comportement puis le bien-être des animaux. Quand on teste ces nouvelles technologies-là, souvent, on va se développer une expertise à l'interne, puis on va essayer de transmettre ces connaissances-là aux gens qui vont travailler avec ces nouvelles technologies-là. Aussi, quand on les teste, ben, on produit des données de référence qui sont neutres sur ces technologies-là. Puis, souvent, on va faciliter l'intégration des technologies dans les fermes porcines québécoises, soit par le biais de projets pilotes, de transfert de connaissances, de l'accompagnement. Souvent, on va travailler directement aussi avec les producteurs. Donc, souvent, avant d'arriver avec à une adoption en grande échelle d'une nouvelle technologie, ben, il y a plusieurs étapes qui doivent être réalisées. Puis le CDPQ, ben, je pense que c'est un acteur incontournable pour y arriver. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter différentes technologies. Donc, on va regarder des technologies de détection active de maladies. On va regarder aussi deux technologies de conditionnement de l'air dans un objectif de biosécurité. Donc, essayer de trouver des alternatives à la filtration de l'air. Puis aussi, on va regarder trois équipements qu'on a testés qui permettent la pesée de départ par imagerie. Tout d'abord, je vais vous parler un peu de notre station de recherche à Deschambault. Donc, c'est un bâtiment qui a été construit en 1994. C'est une pouponnière à engraissement de 360 places. Jusqu'en 2015, ce bâtiment-là était conduit en tout plein tout vide. C'était principalement des projets d'évaluation génétique. Donc, on comparait différentes lignées génétiques entre elles pour regarder c'était quoi les performances de croissance, de conversion alimentaire, etc. Puis, depuis 2015, il y a un projet de recherche en génétique sur la résilience des porcelets aux différentes maladies communes dans les élevages québécois, dont les maladies, le SRRP puis le mycoplasme. Donc, depuis 2015, au lieu d'être en tout plein, tout vide, on est en rotation. Puis, pour réaliser ce projet-là, il y a un modèle d'infection naturelle des porcelets qui a été mis en place. Donc, le projet génétique consiste à regarder au niveau des gènes des porcelets pourquoi qu'il y en a qui ont, quand ils tombent positifs au SRRP, il y en a qui tombent vraiment malades, puis il y en a d'autres qui sont positifs, mais ils n'ont pratiquement pas de baisse de performance ou ils passent à travers la maladie super bien. Donc, le modèle d'infection naturelle qui a été mis en place, si on voit le pointeur ici, dans le fond, ça ici, c'est un schéma de notre pouponnière. Donc, on a construit physiquement un mur ici, donc pour isoler une partie de la pouponnière puis une partie de l'atelier. Puis, on a modifié un peu, donc on a rajouté une entrée danoise. Donc, pour avoir accès à cette section-là, il faut passer par l'extérieur du bâtiment. Puis, au niveau de la ventilation, donc, cette section-là, ici, on a mis des systèmes de filtration d'air en pression positive. Donc, on pousse de l'air dans cette section-là, puis l'air qui est poussé est filtré. Par la suite, on est allé chercher des porcelets qui sont malades, qui sont positifs au SRRP, puis mycoplasme. Puis, en même temps, on a rentré des porcelets négatifs à toute maladie dans cette section-là. Les porcelets négatifs, ils restent ici pendant 21 jours pour s'assurer de leur statut sanitaire, donc ils sont réellement négatifs. Puis ça nous permet aussi de prendre certaines mesures au niveau de ces animaux-là. Par la suite, les porcelets sains sont transférés dans le bâtiment avec les porcelets qui sont malades. Puis là, naturellement, les porcelets qui sont naïfs, ben, ils tombent malades. Puis, par la suite, les plus vieux porcelets sont envoyés dans l'engraissement qui est juste à côté ici. Puis, on va rentrer des nouveaux porcelets. Fait qu'à toutes les 3 semaines, on fait ça, on rentre des nouveaux porcelets, on les met en contact avec ceux qui sont malades, puis ils tombent malades. Fait que depuis 2015, on n'a plus de 100 lots qui sont effectués de cette manière-là. L'avantage, c'est un modèle de recherche qui est unique au monde. Normalement, quand on fait de la recherche, on travaille avec des animaux qui sont en santé. Fait que là, on a la chance d'avoir un modèle dans une ferme de recherche où est-ce que les animaux sont malades. Fait que c'est un projet initialement en génétique, mais ça nous a permis de tester différents autres équipements que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, je vais commencer par des innovations qui permettent de détecter activement des maladies.
Donc, une première technologie qu'on a testée, c'est la thermographie infrarouge. Donc, on a eu un premier projet avec cette technologie-là, c'était de regarder, on est-tu capable de servir de ça? Quelles données que ça donne? Puis, on va commencer par analyser, bon, euh, un groupe à la fois. Donc, c'est quoi la thermographie infrarouge? Ben, c'est une caméra qui va mesurer la chaleur émise par les animaux. Donc, c'est une méthode qui est rapide, qui est non invasive. Ce qui est le fun, c'est que ça ne nécessite aucune manipulation. Donc, on a installé des caméras dans la pouponnière où est-ce que... on voit pas grand-chose. Où est-ce que nos animaux sont malades, dans le modèle d'affection naturelle. Ici, ce qu'on ne voit pas, je ne sais pas pourquoi, c'est une caméra infrarouge, puis cette caméra-là est sur rail, puis elle se déplace, puis elle prend des photos de chacun des parcs à toutes les 5 minutes. Donc, c'est le genre d'image que ça donne. Donc, plus c'est rouge foncé, plus la température est élevée, puis plus c'est pâle, ben, même dans le bleu, ça veut dire plus c'est frais. Donc, ici, on peut voir sur ce graphique-là, qui est la température mesurée des animaux, puis ici, c'est le nombre de jours qui sont en pouponnière. Donc, c'est la température maximale moyenne journalière sur un lot de pouponnière dans le modèle d'infection naturelle. Donc, on sait que quand la température des animaux dépasse 40 degrés Celsius, ben, on sait qu'ils sont malades. Donc, on peut voir que les animaux, quand ils sont rentrés, n'étaient pas malades, il y a eu contamination, puis après ça, on voit la température des animaux, donc, qui était toujours supérieure à 40 degrés Celsius. Donc, ça a l'air compliqué ici comme graphique, je vais vous l'expliquer. Donc, en mauve, c'est la température qu'on a mesurée sur les animaux. En genre de rose, ce sont l'apparition de signes cliniques. Donc, quand que notre personnel en ferme voyait des porcelets malades. Puis, la ligne ici en jaune, donc à tous les jours, on prenait des prises de sang sur les porcelets. Fait qu'en prenant les prises de sang, ben, on savait exactement quand les animaux tombaient positifs au SRP. Mais souvent, les animaux sont contaminés avant qu'on voit les signes cliniques. Donc, ce qu'on a pu voir avec la thermographie infrarouge, c'est que souvent, il y a une augmentation de la température. Puis ça, on peut le voir même avant l'apparition des signes cliniques. Donc, c'est une technologie qui a un potentiel intéressant pour détecter avant qu'on voit les signes cliniques qu'il y a des animaux qui sont malades. Par la suite, on a fait un deuxième projet avec cette technologie-là. Dans le fond, l'objectif, c'était d'avoir des données individuelles. Donc là, on était au niveau du groupe dans le premier projet, mais là, on va avoir des données, on est capable d'avoir des données de chacun des porcs ou des porcelets qui sont dans l'enclos. Donc, pour faire ça, on a développé un équipement. Donc, ici, ça, c'est un bol à eau qu'on ne voit pas très bien, encore une fois. Ici, à l'intérieur, il y a une antenne RFID. Donc, tous nos porcs, nous, à la station, ils ont une puce RFID. Donc, quand l'animal allait dans le bol à eau, donc il était identifié. Puis, ici, ce qu'on ne voit pas non plus, donc il y avait deux caméras, caméra FLIR A325 et un autre AX8, donc deux caméras thermiques infrarouges. Donc, on voit ici le genre d'image que ça donne. Puis, dans la littérature, c'est bien documenté que la température de l'œil est réellement corrélée avec la température interne de l'animal. Donc, on regardait, on est capable de mesurer la température de l'œil. Donc, c'était vraiment une preuve de concept. Puis, ce qui est le fun, c'est que toutes les fois qu'un porc allait boire, on était capable de voir son œil puis de mesurer la température. On avait mis deux caméras différentes. On peut voir que la température ici avec la A325 est toujours un peu plus élevée que la AX8. Il faut savoir que la A325, c'est une caméra de meilleure qualité qui vaut à peu près 10 fois le prix de l'autre. Donc, on voulait regarder, on est capable de travailler avec les deux, de travailler avec la moins chère. Puis, ça fonctionne avec les deux. Ce qu'il faut savoir, c'est, à la base, c'est qu'est-ce qu'on veut avoir? On veut savoir la température exacte d'un animal ou on veut vraiment identifier une différence de température du même animal? Donc, si on va avoir la température exacte, il faudrait travailler avec celle-là, mais si on veut détecter des animaux qui sont malades, donc voir une variation de la température de ce même animal-là, on pourrait travailler avec une caméra qui est un peu moins dispendieuse. Puis, présentement, on a un projet en cours avec une entreprise privée qui s'appelle Things Factory. Eux, dans le fond, au début de la pandémie, ils ont développé une caméra thermique avec un algorithme d'intelligence artificielle. Puis, ils mettaient ces caméras-là dans des foules, puis ils étaient capables de détecter le visage des personnes, puis savoir celles qui étaient fiévreuses. Puis,
même si c'est une foule en mouvement. Puis, ils en ont installé beaucoup dans des usines. Donc, les usines s'en servaient pour éviter qu'il y ait des contaminations à l'intérieur de l'usine. Puis, ils ont approché la santé publique. Puis là, ils n'ont pas voulu embarquer avec cette technologie-là pour des raisons de, bon, ben, d'identification, en tout cas, plus, moi je dirais ça, des données personnelles. C'est ça, la liberté. Fait que, par la suite, ils nous ont approchés, dans le fond, pour regarder, ça serait-il possible d'utiliser ce genre de technologie-là avec des animaux? Fait que là, présentement, ça fait quelques lots où est-ce que c'est installé à Deschambault. Donc là, il faut qu'ils réapprennent à l'algorithme. C'est quoi? Au lieu de chercher un visage humain, mais là, il faut qu'ils cherchent des porcs. Donc là, l'algorithme, il faut qu'il apprenne c'est quoi un porc. Donc, est où la tête, est où la queue. Puis après ça, c'est de regarder où est-ce que je vais chercher ma température. Puis après ça, ben, une fois que l'algorithme va savoir où est-ce qu'il faut qu'il aille chercher sa température. Après ça, ben, à partir de quelle température j'émets une alarme comme de quoi que ce porc-là est malade. Puis, il y a plusieurs facteurs qui vont venir influencer la température des animaux. Donc, il reste encore quand même beaucoup de travail à faire. Justement, les facteurs qui influencent la chaleur émise, c'est l'activité. Donc, quand les animaux bougent, ils vont avoir chaud. Donc, la température qui va être lue par la thermographie infrarouge va être un peu plus élevée. Si des animaux sont stressés, quand ils sont malades, donc nous, c'est là-dessus vraiment qu'on mise beaucoup. En été aussi, donc quand il fait chaud, donc ça vient un peu fausser les données si on veut. Donc il reste beaucoup de travail à faire avant de voir apparaître ces systèmes-là en ferme commerciale. Donc, les deux premières technologies que je vous ai montrées, dans le fond, c'était pas automatisé, c'était des analyses qui étaient faites par les chercheurs en arrière de l'ordinateur, c'était pas en temps réel. Donc, avec Things Factory, là, on travaille en temps réel, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Aussi, il faut optimiser cette technologie-là, donc arriver avec un coût acceptable. Puis, c'est quoi la durée de vie de ces équipements-là dans une ferme porcine? Puis, justement, valider le modèle pour s'assurer que quand le système nous dit qu'un animal est malade, ben, que ce soit vraiment le cas. Donc, à Deschambault aussi, comme je mentionnais tantôt, tous les animaux ont des puces électroniques à l'oreille pour être capables de faire un suivi individuel. Depuis 1997, en engraissement, on a un système d'alimentation individuel, le système d'Incentec. En 2013, on a développé un bol à eau où est-ce qu'on est capable de savoir la consommation d'eau de chacun des porcs. Donc, quand le porc va boire, on lit sa puce électronique et on connaît la quantité d'eau qu'il va avoir bu. Puis, en 2018, du côté de la pouponnière, on a installé un système d'Acerva qui, lui, dans le fond, va nous donner des données individuelles sur la consommation d'eau, ici. Quand l'animal va boire, il est identifié, on sait la quantité d'eau qu'il a bu. On connaît aussi son poids. Toutes les fois que l'animal va boire, il y a une balance ici, donc on connaît le poids du porcelet. Puis, même chose quand il va s'alimenter. Donc, pour le système qu'on a développé en 2013, on a regardé, bon, c'était la première fois qu'on avait des consommations individuelles d'eau. Dans la littérature, souvent, on avait plus des moyennes d'un groupe d'animaux. Donc, on a fait deux essais. Donc, l'essai ici, 36, on voit que la consommation est plus faible que l'essai 37. Si on regarde ici de la température ambiante de la salle, si on voit que donc, les animaux sont rentrés à 20,5, puis on finit aux alentours de 19,5. Donc, on peut savoir que ça ici, c'est un lot d'hiver. Puis l'autre lot, ici, donc température qui s'en va en montant. Donc, ici, c'est un lot d'été. Donc, on peut voir que entre, si on regarde ici, c'est les phases d'aliments. Donc, quand les animaux rentrent en engraissement, milieu de l'engraissement, vers la fin de l'engraissement. Donc, vers la fin de l'engraissement, on peut voir qu'en été, les animaux vont boire en moyenne 12 litres par jour. Puis, en hiver, c'est plus aux alentours de 8,9 litres vers la fin de l'engraissement. Dans le projet, dans les deux lots, on avait 4 sexes d'animaux. Je vais vous expliquer ça. Il y avait des femelles, jusque-là, ça va bien. On avait des mâles entiers, la ligne bleue. On avait des mâles castrés, la ligne en rouge. Puis on avait des mâles avec l'immunocastration, donc qui avaient reçu des vaccins d'Improvis.
Donc, on peut voir que selon le sexe, ben, la consommation d'eau est quand même beaucoup différente, surtout vers la fin de l'engraissement. Et puis, ce qu'on a normalement dans des bâtiments commerciaux, donc des femelles puis des mâles castrés, fait qu'on voit qu'il y a une très bonne différence de consommation d'eau entre justement les mâles puis les castrés puis les femelles. Puis, un autre petit point qu'on a validé, donc on avait des stations comme ça qui avaient un couvercle, puis d'autres qui n'en avaient pas, des couvercles sur le bol à eau. Puis on a regardé est-ce que le couvercle a un impact sur le gaspillage d'eau ou sur est-ce que ça va venir restreindre la quantité d'eau que les porcs vont boire. Donc, la ligne pleine ici, c'est quand il y avait des couvercles. Donc, on peut voir qu'il y a eu moins d'eau utilisée quand le couvercle était présent. Mais ce qu'on n'a pas mesuré dans ce projet-là, c'est est-ce que les porcs ont été restreints ou s'il y avait juste moins de gaspillage. Dans le même projet, dans le fond, on a regardé aussi la consommation d'eau, ici, qui est en bleu, la consommation d'aliments en vert, puis on reliait ça avec des problèmes de santé, c'est ici les lignes en genre de rose-mauve. Donc, ce qu'on peut voir, quand il y avait une diminution de la consommation d'eau, souvent c'était relié avec des problèmes de santé. Même chose ici, à ces endroits-là. Puis, en analysant comme il faut les données, quand on a la consommation d'eau individuelle, on est capable de détecter des problèmes de santé 3 jours avant de traiter l'animal. Ensuite de ça, on a regardé différents systèmes de suivi pour évaluer le comportement des porcs. Donc, on a testé différents systèmes avec des caméras vidéo. Donc, ici, je vous montre 4 exemples. Donc, ici, on a testé le logiciel d'Etovision de Noldus. On a testé le système de TrendNet, un système de conception romain, puis un autre de Ntrax. Donc, pour ce qui est des caméras vidéo, c'est des capteurs vraiment intéressants qui offrent des possibilités immenses. Donc, tout ce qui peut être vu ou observé par l'homme pourrait éventuellement être fait à l'aide des caméras. Une autre chose intéressante, c'est des capteurs qui sont de moins en moins chers. Mais on se pose toujours la question, c'est quoi la durée de vie de ces caméras-là dans un milieu porcin? On sait qu'il y a beaucoup de poussière, qu'il y a beaucoup d'ammoniac. C'est quoi l'entretien que ça prend? Ben beau, ma caméra est là. Ben en été, quand j'ai des mouches, il faut que j'aille laver ma lentille toutes les semaines ou je suis capable de faire mon lot au complet. Donc, c'est des choses qu'on ne sait pas encore. Mais dans les 4 exemples que je vous ai montrés, dans le fond, c'est des systèmes qui nous permettent d'avoir des données sur la densité de la population ou un taux d'occupation à l'intérieur de l'enclos. Donc, c'est quoi le taux d'occupation devant la trémie, devant l'abreuvoir ou dans la zone de couchage. On est aussi capable d'avoir des niveaux d'activité des animaux dans l'enclos. Aussi avoir des profils de vitesse ou des interactions entre les groupes ou entre les individus. Donc, c'est le genre d'information qu'on est capable d'avoir assez facilement avec les caméras vidéo. Si on veut aller plus loin, parce que là, on avait des caméras au-dessus d'un enclos, puis on regarde qu'est-ce qui se passe dans l'enclos. Mais si on veut faire un suivi individuel de chacun des porcs dans l'enclos, là, on change de catégorie. C'est beaucoup plus compliqué. Ça demande beaucoup plus de puissance d'analyse, avoir des ordinateurs super puissants pour faire ça. Ce qui rend la chose encore plus difficile, c'est le comportement des porcs. Souvent, quand ils ont froid ou quand ils sont malades, ils ont tendance à s'empiler. Donc, si on veut les suivre individuellement, ben, ça devient plus compliqué. S'ils s'empilent les uns les autres, ben, l'ordinateur va perdre lui, c'est tel porc, puis lui, c'est tel autre. Puis, l'autre chose, quand mes porcs sont logés dans un grand enclos, si j'ai besoin plus d'une caméra pour couvrir l'entièreté de mon enclos, ben là, ça devient vraiment complexe. Il faut que l'ordinateur sache que le porc qui s'en vient, quand il change de caméra, c'est le même qui est là. Fait que ça s'en vient, ils sont capables de le faire, mais c'est compliqué en date d'aujourd'hui. Donc, il reste énormément de travail effectué avant de voir ces systèmes-là dans des fermes commerciales. Par contre, c'est des technologies qui ont un grand potentiel, puis à court terme, dans les fermes de recherche, il y en a déjà beaucoup d'installés dans plusieurs fermes de recherche. Nous, on en a à Deschambault, on en a à Arma aussi. Par contre, avant que ça se rentre dans les fermes commerciales, ben, il va falloir démontrer que ça fonctionne super bien, puis que, c'est plate à dire, mais ça prend un payback pour que les producteurs l'installent à grande échelle. Un autre système qu'on a testé, c'est un système Bluetooth de la compagnie Coupa, donc une compagnie de mémoire. Je ne m'avancerai pas. Ça vient de l'Europe, mais je ne sais pas trop de où en Europe. Donc, c'est un système qui est utilisé surtout au niveau sportif. Je vais partir mon petit vidéo. J'espère que ça va marcher. Ici, c'est un exemple avec le hockey. Dans le fond, souvent, ils vont placer la puce Bluetooth sur l'équipement des joueurs.
Puis souvent, les coachs vont s'en servir pour dire, bon, ben, dans telle situation de jeu, tu n'étais pas bien placé. Puis ils s'en servent aussi, lorsqu'il y a des mises en échec, de voir c'est quoi la force de contact. Fait que nous, on a pensé utiliser ce système-là, puis de mettre ça sur ses ports. L'avantage du système, c'est qu'on est capable de voir les déplacements en X, en Y, puis aussi en Z. Donc, savoir si l'animal est debout ou s'il est couché. Comment ça fonctionne? C'est des antennes qui sont installées comme ici dans l'aréna. Souvent, ça prend un minimum de 3 antennes. Même chose dans une porcherie, ça prend 3 antennes. Puis, dans le fond, avec ce qui est ici, ça c'est la puce Bluetooth. Dans le fond, le signal Bluetooth, les antennes vont lire le signal, puis ça va donner les déplacements des animaux. Donc, nous, on l'a testé en 2017 dans un parc en engraissement. Donc, l'enclos faisait 16 pieds de profond comme ça par 10 pieds de large. Puis, en moyenne, ben, on s'est rendu compte que les porcs marchent 2 km par jour dans ce petit enclos-là. On a vu aussi certaines corrélations entre la distance parcourue puis les temps de déplacement. Une corrélation négative entre la distance parcourue puis les temps de repos, ce qui est un peu normal. Puis une corrélation aussi entre la distance parcourue puis la consommation d'aliments. Donc, un porc qui mange plus, souvent, ils vont consommer un peu plus d'aliments. C'est la première fois qu'on utilisait cette technologie-là en production porcine. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les tags sont mal adaptés pour les animaux. Sont trop lourds. Il a fallu modifier les tags pour être capable de fixer ça à l'oreille des animaux. Puis la durée des batteries, c'est peut-être bien parfait, mettons, au niveau des joueurs de hockey. La game n'est pas trop longue, là. Mais nous autres, après 3 semaines, il n'y avait plus une batterie qui fonctionnait. Donc, c'est une technologie qui a beaucoup de potentiel, surtout pour les firmes de recherche, pour mieux comprendre le comportement des animaux. Mais il y a certaines choses, dont la puce Bluetooth qui doit être adaptée. Je vais vous parler de deux technologies qu'on a testées qui servent à conditionner l'air dans un objectif de biosécurité, donc une alternative peut-être à la filtration de l'air. En 2018, on a testé un système d'ozonation à Deschambault. Dans le fond, on profitait du fait qu'on avait notre modèle d'infection naturelle qui était là et qu'on avait des animaux malades. Donc, l'ozonation de l'air, c'est un traitement qui est reconnu pour réduire le nombre d'agents pathogènes dans l'air. Dans le fond, l'ozone, est généré à partir de l'oxygène. Donc, avec un effet corona, dans le fond, un genre de courant électrique, on va transformer l'oxygène, qui est O2, en ozone, qui est O3, une molécule qui est très, très instable. Et puis cette molécule-là, dans le fond, elle veut aller s'accrocher après, peu importe la particule qui est là, fait qu'elle va aller s'accrocher après la poussière, après des virus, des bactéries. Puis en allant s'accrocher, donc elle va dénaturer la membrane, puis elle va aller tuer cet organisme-là. Donc la première phase qu'on a fait en collaboration avec l'équipe de Caroline Duchesne, en fait, on a utilisé des phages pour savoir bon, c'est quoi la concentration d'ozone qu'on a besoin, c'est quoi le temps de contact pour tuer justement le virus. Puis on a travaillé avec des phages parce que travailler avec le virus du SRRP, ben, il aurait fallu faire ça dans un laboratoire de classe 2. Puis, de mémoire, je crois que le virus est très difficile à travailler aussi en laboratoire, là. Fait que le résultat, c'est que ça prenait 1,8 ppm d'ozone lorsque l'air était humide à 80% pour tuer plus de 95% des phages, puis ça prenait un temps de contact de 6 minutes. Donc ici, on peut voir notre banc d'essai, donc c'était une série de tuyaux. Donc on injectait les phages, puis de l'ozone, puis ben, on pouvait modifier le trajet où est-ce que l'air se promenait pour déterminer le temps de contact entre l'ozone et les phages. Puis après ça, ce qu'on voulait tester, c'est si on prend de l'air contaminé, puis qu'on met 1,8 ppm d'ozone, on est-tu capable de traiter l'air puis qu'on ne contamine pas nos porcelets? Donc, ce qu'on a fait, on est toujours aussi dans nos pouponnières qu'on ne voit pas très bien, encore une fois. Donc, on prend de l'air qui est contaminé ici. Et ici, on voit les porcelets, ou peut-être que vous ne les voyez pas, mais en tout cas, il y a des porcelets. Où est-ce qu'on prend l'air? Donc, on prend de l'air qui est contaminé, puis on l'envoie dans une mini pouponnière qui est ici. Donc, ça. Puis, avant de tester, voir si on met de l'ozone dans l'air puis qu'on évite de contaminer nos porcelets, on se dit, on va tester le modèle. Donc, si on prend de l'air puis qu'on ne traite pas, puis qu'on l'envoie là, on est capable de contaminer nos porcelets. Puis, quand on fait de la recherche, ben, ça ne marche pas tout le temps. Puis, seulement une fois sur 9, on a réussi à contaminer nos porcelets. Sans ozonation, sans rien. Fait que on n'a pas été plus loin. On n'a pas réussi à tester, voir si on rajoutait de l'ozone, si ça allait fonctionner pour éviter une contamination.
Donc, en raison de la durée d'exposition requise à l'ozone, donc un 6 minutes de contact pour tuer tous les pathogènes, ou plus de 95% des pathogènes. Puis l'autre chose, c'est que même après 6 minutes, il reste un petit peu d'ozone résiduel dans l'environnement. Donc, pour la santé humaine, on serait obligé d'utiliser un destructeur d'ozone. Donc, l'ozonation pour traiter l'air qui rentre dans une porcherie, ben, ça n'a pas d'avenir, puis c'est pas économique de le faire. Par contre, il y a certains bâtiments au Québec où est-ce qu'on traite l'air à la sortie. Quand on pense des fois sur une maternité, sur le site de la maternité, j'ai une quarantaine. Donc, on rentre des nouvelles truies ou des cochettes dans notre quarantaine. Puis, on ne veut pas que si jamais ces nouvelles cochettes-là tombent malades, on ne veut pas que ça vienne contaminer notre troupeau principal. Donc, on filtre l'air à la sortie. Puis pour faire ça, ben, ça prend un système de filtration d'air puis un système d'abattement de poussière. Puis ça coûte cher de faire ça. Mais par contre, on pourrait utiliser le système de zonation pour traiter l'air à la sortie. Puis ça serait faisable, puis même économiquement rentable comparativement à ce qu'on fait aujourd'hui. En 2021, on a testé le système d'aérogéothermie. Donc, c'est quoi? C'est une méthode qui permet de capter l'air qui est contenu dans les interstices du sol. Je vais aller vite parce que je sais qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Donc, l'objectif du projet, c'était vraiment de regarder est-ce que le sol peut filtrer l'air. Puis après ça, on regardait aussi c'est quoi son efficacité de conditionnement, un peu comme la géothermie, de préchauffer l'air ou de la refroidir. Donc, je reviens avec mon petit schéma ici. Donc, on a profité du fait qu'on a des porcelets malades. Comme je vous expliquais tantôt, on a pris de l'air ici, puis on l'a envoyé là, puis on n'a pas réussi à contaminer nos porcelets. On a réussi une fois sur 9. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'à l'extérieur du bâtiment, on a monté un abri tempo ici pour concentrer l'air contaminé. Puis, dans cet abri tempo-là, on a mis des porcelets qui étaient naïfs à toutes les maladies. On a regardé, bon, on est capable de contaminer ces porcelets-là. Là, cette fois-là, toutes les fois qu'on le fait, les porcelets à l'extérieur se sont contaminés au CRRP. Puis, en même temps, le système d'aérogéothermie, ben, il est mis 6 pieds sous le sol. Puis, dans le fond, 6 pieds en dessous de l'abri tempo aussi, mon système d'aérogéothermie est en fonction. Donc, on sait qu'il y a assez de virus ici pour contaminer mes porcelets. Donc, on sait qu'il y a du virus dans l'air. Puis là, le système d'aérogéothermie est en fonction. Puis, on envoyait l'air ici. Dans notre petite section, on a arrêté le système de filtration d'air pression positive, puis toute l'air qu'on prenait, on la prenait dans le système d'aérogéothermie, puis on la poussait ici. Puis à toutes les fois qu'on a fait ça, on n'a jamais réussi à contaminer nos porcelets. Donc, ça veut dire que le système en place, ben, ça a permis de filtrer l'air parce qu'il n'y a pas eu de contamination. Puis on a regardé aussi c'était quoi l'effet de conditionnement de l'air. Donc, Sébastien en a parlé un petit peu tantôt, juste avant que ça coupe. Donc, ici, pendant une canicule, dans le fond, en rouge, la température extérieure. Donc, on voit qu'ici, ça a monté jusqu'à environ 30, ici, presque 33 degrés Celsius. En vert, c'était la température de l'air qu'on allait chercher dans le système d'aérogéothermie, donc aux alentours de 21 degrés Celsius. Donc, le système permettait de refroidir l'air d'environ 12 degrés par rapport à aller chercher l'air à l'extérieur. Puis, en hiver, la même chose, ben, c'est plutôt l'effet inverse. Le système permettait de préchauffer l'air. Donc, ici, ça a baissé jusqu'à presque moins 25. Puis ici, dans la conduite, on allait chercher l'air environ à moins 5 degrés Celsius. Donc, un préchauffage de 20 degrés Celsius environ de l'air. Fait que ça semble parfait comme système. On est capable de filtrer l'air, on la préchauffe en hiver, on la refroidit en été. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On était capable de chercher juste un faible débit d'air dans le système. On parle d'un 500 CFM, donc un 500 pieds cubes d'air par minute. On s'est rendu compte aussi que le débit est légèrement affecté lorsqu'il y a des pluies abondantes, donc une diminution de 8 du débit. Puis le printemps, lors de la fonte des neiges, j'ai eu une diminution de 32 des débits. Par contre, il faut se rappeler l'objectif initial du projet. C'est un objectif, regardez, est-ce que le sol peut filtrer l'air? Notre tranchée était faite à 100% avec du sable filtrant, le sable qu'on utilise dans les champs d'épuration. Donc, on sait que pour que l'air passe à travers le sable, c'est très difficile. Donc, ça prendrait des nouveaux travaux pour essayer d'optimiser le puits de captation, donc utiliser de la pierre nette où est-ce qu'on sait que l'air va passer beaucoup plus facilement. Puis dans ce projet-là, on avait fait des pré-tests avec un banc d'essai, puis avec juste 30 cm de sable, ça filtrait aussi bien qu'un filtre EPA. Fait que probablement qu'avec 30 cm de sable, puis le reste avec de la pierre nette, il faudrait voir les débits que ça donne, puis c'est quoi au niveau de l'effet de conditionnement. Mais on pense que c'est une technologie quand même qui pourrait avoir
des débouchés futurs. Je vais aller très rapidement. Donc, on a testé 3 technologies au niveau de la pesée des parts par imagerie. On a testé l'OptiSort en 2014. Donc, dans le fond, c'est une balance trieuse, mais au lieu d'avoir des pesons, c'est une caméra. Donc, la caméra nous donne le poids de l'animal, puis aussi, c'est européen, là. C'est un équipementier allemand. Ça nous donnait aussi le poids des coupes primaires de viande. On a développé un système maison aussi avec des caméras Kinect. La vidéo part pas. Bon, c'est pas si grave que ça. Dans le fond, on utilisait 3 caméras, donc une au-dessus de l'enclos, puis 2 autres de chacun des côtés. Puis avec les images de la Kinect, on était capable de reconstruire des images 3D de l'animal. Puis après ça, avec différents algorithmes, après ça, on donnait un poids à l'animal. Puis, en 2017, on a testé le Pigui. C'est un équipement d'un équipementier espagnol. Donc, c'est la première version qu'on a testée chez nous. Ce système-là, comment ça fonctionne? C'est que tu prends une image de l'animal, puis ici, on voit un petit point rouge, là. Le point rouge permet de donner la distance entre l'équipement puis le porc. Puis après ça, lui, il va comparer ça dans le cloud avec d'autres images qui connaissent le poids des animaux. Puis après ça, ben, il te revient avec un poids réel, un poids de l'animal. Donc ici, il faut faire attention, les essais n'ont pas été faits tout en même temps, puis pas sur les mêmes animaux. Donc on va regarder juste les coefficients de variation. Donc plus c'est petit, plus c'est précis. Donc au niveau des balances conventionnelles, on est à moins de 1%. Au niveau de l'OptiSort, on va avoir autour de 3%. Le système Kinect, 3,6%, mais c'était juste sur des demi-carcasses. Le système Pigui, 11,5%, quand même un peu plus élevé, donc un peu moins précis. L'avantage de la pesée par imagerie, donc on n'a pas besoin de manipuler les animaux. Donc moins de stress pour les animaux, moins de risque de blessure aussi. On vient améliorer leur bien-être. C'est des mesures qui sont rapides comparativement à la pesée. Par contre, on voit qu'il y a une certaine imprécision au niveau de la prédiction du poids. On sait que les nouvelles versions, qui sont connectées ou non avec des algorithmes d'apprentissage, vont être beaucoup plus précises. Mais par contre, s'il faut réellement que l'appareil soit connecté dans un cloud, si ça prend Internet à la ferme, ben là, ça devient un peu plus problématique à mettre en place. Va-t'en pas trop loin, Yvan, j'ai fini. Donc, en conclusion, les nouvelles technologies, donc, il y a des applications potentielles qui sont très prometteuses. Donc, il y a des applications pour les fermes de recherche ou des fermes commerciales à court, moyen ou long terme selon les technologies. Il y a du développement rapide là-dedans, c'est du développement en continu. Ce qui est le fun, c'est que plus on avance, plus le coût d'acquisition de certains équipements va baisser. C'est très motivant pour les utilisateurs, surtout les plus jeunes qui sont nés avec des téléphones dans les mains. Donc, pour eux autres, de mettre des technologies dans la ferme, c'est vraiment motivant. Puis, en conclusion, vraiment, la station au Deschambault, c'est un lieu privilégié pour évaluer, pour développer des nouvelles technologies. Puis, c'est une station qui est là pour être au service de la filière porcine québécoise et canadienne. Fait que ça fait le tour.